Bonjour. Super, ça démarre. Bonjour à tous. Je suis ici pour vous parler de l'essor des startups deep tech et de comment réussir à bien collaborer avec elles quand on est une entité R&D corporate en particulier. Donc l'open innovation, c'est pas nouveau, et vouloir collaborer avec des startups, c'est pas nouveau. Déjà à l'époque, Steve Jobs à Apple, qui était une société hyper innovante, a abandonné un projet interne pour collaborer avec une petite startup qui faisait quelque chose de mieux. Bon, chance pour lui, la petite startup c'était Adobe. Donc l'objectif, ça va être d'essayer de trouver dans vos collaborations avec des startups les futurs Adobe de demain, donc les géants de demain. L'open inno, c'est le besoin d'accéder à une innovation, mais pas les ressources, pas la volonté d'internaliser. De l'autre côté, la deep tech, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si on lève la main, qui voit ce que c'est la deep tech ici, précisément? Ah, personne ne lève la main, donc personne ne voit ce que c'est que la deep tech. Très bien. Donc les startups deep tech, c'est des startups un petit peu comme SpaceX qui font des promesses assez révolutionnaires de peut-être dans 10 ans réussir à faire une fusée qui est réutilisable et qui réduirait de 10% le coût des lancements de fusées. Donc c'est des startups qui vont avoir la promesse de révolutionner le monde au niveau d'une contrainte physique assez dure, que ce soit en santé, que ce soit dans la construction, dans l'agriculture, l'écologie, l'énergie, avec des nouveaux process plus verts, des nouveaux matériaux, dans les transports, dans les villes, et en particulier avec les contraintes environnementales. Plus précisément, comparé à une startup classique, on utilise le mot deep tech, mais c'est un peu un abus de langage. On devrait utiliser le mot hard tech pour dire que comparé à une startup classique, c'est une startup où ça prendra énormément de temps et d'argent de construire la première version fonctionnelle du produit, alors qu'une startup normale, on se dit on va construire un premier prototype fonctionnel en 3 mois. Peut-être que ce produit n'est en fait pas possible de le construire, vraiment pas du tout. Et c'est souvent basé sur un asset de propriété intellectuelle interne à la startup. Alors après, on dit deep tech, mais il y a des deep tech comme Mistral dans l'intelligence artificielle. Oui, ils ont levé beaucoup d'argent, mais leur premier produit était sur le marché en moins d'1 an, en fait. Tandis que si on commence à aller vers le hardware, les objets connectés et à rajouter des certifications comme dans la medtech, voire le développement complet de nouveaux médicaments comme dans la biotech, en fait, il peut s'écouler 8, 10, 12, 14 ans avant le lancement d'une première version fonctionnelle d'un produit, donc que quelqu'un pourrait acheter. Toute cette vague de start-up bénéficie d'un soutien de l'État avec 1,5 milliard d'euros qui a été alloué au plan France 2030 spécifiquement pour les start-up deep tech sur 5 ans, avec des opérateurs comme BPI France qui essayent de l'accélérer et d'amplifier. Et ça marche, puisqu'il y a eu environ 2 fois plus de start-up deep tech créées dans les années 2024 que dans les années 2018, avec environ 340 start-up deep tech créées cette année, et surtout, on espère, une amélioration de la qualité et de l'ambition des projets. Ça marche hyper bien, en particulier en France, puisqu'on a un terreau d'ingénieurs fertile pour ce type de projet, une recherche qui n'attend, disons, que d'être valorisée au même niveau qu'aux États-Unis, et quelques buzz avec des très très gros chiffres de levée de fonds que vous avez sûrement vu passer, qui ne sont évidemment pas représentatifs du reste de l'écosystème européen, là, qui sont plutôt la patte, disons, américaine qu'il y a eu sur l'intelligence artificielle récemment. On espère, disons, que ce n'est que le début et que tout cet effort mis par la France pour injecter de l'argent et en fait attirer d'autres investisseurs du privé, du monde entier à comprendre qu'en France, on peut aussi mettre de l'argent sur des startups deep tech, va continuer à être un mouvement qui ne fait que s'amplifier avec la qualité des projets. Donc, on peut se poser la question de faire de l'open innovation avec des startups deep tech. Oui, parce que ce sont réactifs aux nouvelles opportunités, aux nouvelles tendances technologiques. Elles peuvent aller beaucoup plus en profondeur sur un type de solution, un problème où vous, en tant que R&D, vous n'aurez pas forcément les compétences. Et puis, c'est des domaines très risqués avec des temps de développement très longs. Et par chance, elles bénéficient de financements presque gratuits pour vous, disons, corporate, pour financer ces innovations. Du côté des corporates, vous avez, vous, les connaissances très fines des cas d'usage, une expertise technique en interne, beaucoup de data, du financement possible, et quelque chose de très important pour elle, qui est la capacité d'industrialiser et scaler ensuite si la technologie fonctionne. Donc en fait,
vous avez besoin l'un de l'autre. Les startups deep tech ont besoin de votre connaissance métier et vous pouvez en bénéficier pour accélérer votre R&D et créer en fait les offres industrielles de demain. Votre posture, bien souvent, elle est très simple en fait, c'est celle d'être le client. Parce que ces startups-là, contrairement aux startups digitales classiques qui peuvent un peu plus cibler parfois des PME, des TPE, les individus, Facebook, les réseaux sociaux, etc., cible quand même à 80% des besoins d'industriels, de grandes entreprises. Si vous avez déjà un processus Open Innovation mis en place, généralement il ressemble à ça. Vous faites du sourcing de start-up, vous faites une shortlist, vous en rencontrez quelques-unes, vous essayez de faire des POC pour voir si ça va bien se passer, vous en refaites un, dans l'objectif d'avoir un vrai partenariat pérenne avec la start-up. Le problème, c'est que arriver à ce partenariat-là, ça peut prendre énormément de temps, être très risqué, et peut-être que vous vous dites, en fait, comment savoir si j'optimise vraiment ma probabilité d'arriver à un partenariat, sachant que c'est dans si longtemps et qu'il y a plein de facteurs d'échec, etc. Vous n'êtes pas les seuls à vous poser la question. Il y a un petit peu des problèmes à ce niveau-là, puisque une étude BCG a montré qu'il y a environ la moitié des startups qui ne sont pas satisfaites de leur partenariat avec des corporates, et 50% des corporates qui ne sont pas satisfaits de leur partenariat avec des startups. Donc, ce que je vais présenter juste après, c'est un petit peu notre analyse des erreurs qu'on a vues et quelques conseils pour optimiser cette relation et essayer de passer, disons, à du 20% de chaque côté. Je m'appelle Michael Koenka, je suis le cofondateur de Start the Fuck Up, je suis le partenaire en charge des innovations tech, intelligence artificielle et deep tech. Je suis un ingénieur qui est passé par Berkeley pour monter sa première boîte dans la medtech et ensuite une deuxième boîte dans les réseaux sociaux. J'ai eu la chance de les planter pour différentes raisons et maintenant ça fait 6 ans que j'ai fondé Start the Fuck Up. Je suis aussi business angel dans des boîtes deep tech et non deep tech et je donne des cours d'innovation à X, HEC, ESCP et on a un podcast hyper intéressant si l'entrepreneuriat vous intéresse. Start the Fuck Up, c'est un studio d'innovation composé exclusivement d'anciens entrepreneurs comme moi. Donc c'est l'idée de dire pour aider les entreprises et les startups dans leur démarche d'innovation, rien de mieux que des gens qui l'ont vécu avant. Et donc, on transforme des entrepreneurs brillants en coach et consultants en stratégie d'innovation et en accélération de projets d'innovation corporate. Et donc, sur la deep tech, je connais les deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, en ce moment, on accélère 35 projets deep tech pour le compte de BPI France dans le cadre du programme iPhD, donc 35 projets de start-up deep tech portés par des thésards très early stage qui sont en train de trouver leurs premiers clients corporate, trouver leur marché, structurer leur activité, comprendre comment ils doivent avancer, faire leur première levée de fonds. Et de l'autre côté, je travaille évidemment avec des corporates, en particulier des R&D et RI corporates, sur leur stratégie de partenariat avec des startups deep tech et le scouting et la sélection et la mise en place de POC avec des partenaires. Donc une première erreur qu'on a pu voir, ce n'est pas nécessairement un fail absolu, mais c'est qu'on a l'impression que vous ne comprenez pas, les corporates parfois ne comprennent pas le contexte assez spécifique des startups deep tech et se disent « Ah bah oui, ils ont plein d'idées, mais regarde, ils connaissent rien à mon métier, etc. » Alors, il faut un peu faire l'exercice de se mettre à leur place et donc il faut se mettre dans la peau d'un fondateur de startup deep tech. Bon, c'est une startup de base déjà, c'est une société qui ne sait pas vraiment qui est son produit, qui sont ses clients et elle ne sait pas vraiment comment faire de l'argent. Donc ça, c'est quand même très incertain de base, surtout dans les stades early. En particulier, encore plus, quand la startup est fondée par des anciens thésards. Parce que si la startup est fondée par un ancien thésard, il aura de très mauvais réflexes business, il aura de très mauvais réflexes de communication client, il aura de très mauvais réflexes de compréhension d'univers corporate. Donc dans ses premiers échanges avec vous, et même pendant les 3 premières années d'échanges avec vous, en fait, il essaye de se former à répondre à ces questions. La deuxième subtilité, comme on l'a dit avant, c'est que en fait, ça peut prendre 4 à 12 ans avant d'avoir un premier produit promis par la start-up entre les mains et fonctionnel pour tester. Et potentiellement, on se rendra compte de la vraie faisabilité du projet que 8 ans après.
dans la phase d'études cliniques numéro 3 de la biotech. On se rendra compte qu'en fait, finalement, sur les humains, bah, ça ne marche pas. Ou alors, on se rendra compte, après avoir testé et construit une usine, que le processus d'industrialisation, il n'atteint pas les performances requises et qu'on n'arrive pas, en fait, à diminuer le prix de production à des niveaux suffisants pour pouvoir adresser le besoin du marché. Donc, à la fin, ça peut se planter en tout bout de champ, quoi. Ça, c'est un contexte assez particulier aussi. Donc, en plus de ce risque, qui est le risque de faisabilité technique et industrielle qui arrive très tard dans le temps comparé à une start-up normale, il y a en plus, évidemment, tous les autres risques sur le fait qu'on se plante de besoins clients et qu'on se plante dans son analyse business. Et donc, que la start-up Deep Tech, si elle a mal analysé au début quels besoins adresser, sur quel marché aller, elle construise toute sa roadmap de développement sur 4, 8, 12 ans dans la mauvaise direction. Et vous voulez évidemment, vous, éviter ça en fait, si vous commencez à faire des partenariats avec eux. Donc le plus grand risque pour une startup deep tech, c'est pas que sa techno ne marche pas, c'est de perdre 5 ans à essayer de développer une techno qui ne répond pas vraiment à un besoin. Et le deuxième risque, c'est un peu votre rôle d'essayer de les transformer, ces chercheurs qui sont très proches de la tech, d'essayer de les rendre en fait plus client-oriented, donc de leur faire comprendre, vous, votre contexte client, vous, vos problématiques, pour qu'ils aillent dans votre direction adresser un vrai besoin. Le deuxième point, le deuxième danger, c'est de mourir parce que c'est des petites structures et même si elles lèvent beaucoup d'argent, elles consomment beaucoup d'argent et donc elles peuvent vraiment déposer le bilan. Elles sont en mode survie permanent. Donc elles sont fragiles, ces startups, effectivement, et pourtant elles lèvent de l'argent tout le temps. Donc il faut bien comprendre, de base, 90% des startups vont échouer. Donc si vous misez sur 2 partenaires dans votre stratégie OpenInno, déjà la loi des nombres ne va pas marcher avec vous. Si on était dans un monde idéal, la startup Deep Tech réussirait à lever tout de suite 50 millions, 70 millions, ce qui lui permettrait de financer son développement jusqu'à son premier produit. Le problème, c'est qu'aucun investisseur, et même vous-même, vous donneriez 50 millions direct à un thésard qui sort d'un labo de recherche. Donc, les fondateurs de startups Deep Tech doivent en permanence construire des micro-argumentaires d'avancée, de prouver qu'ils ont avancé un petit peu sur la faisabilité et sur leur compréhension du marché, sur la traction du marché, pour ensuite revenir voir les investisseurs, leur dire bah, redonne-moi 1 million d'euros, repartir pour 1 an, retrouver un petit peu de preuves et avancer, revenir voir les investisseurs, leur dire maintenant donne-moi 10 millions d'euros, etc. Donc, ils sont tout le temps dans cette recherche d'une petite traction à un horizon 1 an pour lever des fonds alors qu'ils n'ont pas encore de produits. Et si vous ne comprenez pas ça, dans vos relations avec eux, il y a des choses qui vont vous sembler absurdes. Ils vont vous mettre la pression pour vraiment signer des papiers, avoir des petites preuves, etc. Vous allez dire, mais ton produit, il n'est pas prêt, donc en fait, reviens me voir dans 3 ans quand ton produit sera prêt. Mais non, eux, ils ont besoin de ces petites preuves pour lever des fonds et survivre. Leur vitesse d'apprentissage est clé. Si vous mettez 6 mois après des NDA, des discussions, etc., à leur donner un petit peu d'informations sur vos contraintes et vos besoins, vous leur avez fait perdre 6 mois, et ces 6 mois peuvent signer l'arrêt de mort, enfin combiné avec d'autres corporates, mais peuvent combiner l'arrêt de mort peut signer l'arrêt de mort de la start-up si elle se rend compte qu'elle n'allait pas dans la bonne direction. Il y a une troisième erreur, enfin je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas quelque chose qu'on a vu avec certains corporates, qui est d'essayer d'avancer sur tous les territoires d'innovation potentielle où vous pourriez collaborer avec des startups deep tech, d'essayer d'avancer un petit peu avec tout le monde, ce qui est en fait un biais psychologique de FOMO en anglais, Fear of Missing Out, la peur de louper quelque chose, typique corporate. Ça évidemment, ça vous fait perdre de l'énergie. Et c'est un petit peu une allocation de ressources non rationnelle, de se dire bah, on va avancer un petit peu avec tout le monde sur la même manière. Ça envoie un signal aux startups en face qui n'est pas clair parce qu'ils ont l'impression que tout se passe bien tout le temps, il n'y a pas de variation dans la relation, où il n'y a pas de catégorisation dans bah là on te met dans une poche où on met moins de temps avec toi, et là on te met dans une poche où on a plus de temps avec toi, et donc ils comprennent que bon, bah, c'est peut-être pas le marché prioritaire pour eux. Et en fait on se rend compte que c'est un symptôme
d'une difficulté du point de vue des corporates de réussir à évaluer précisément le potentiel et le risque relié à la startup, le risque global. C'est qu'en fait, parfois, vous n'avez pas nécessairement de thèse en fait, sur la science sous-jacente, ou de parti pris ou d'avis sur la science sous-jacente à la startup deep tech, donc c'est difficile de la juger sur le niveau technologique. Vous n'avez pas de priorisation, vous, en interne, de l'impact business potentiel que cette startup pourrait avoir au niveau de votre groupe, et vous n'avez pas vraiment de parti pris sur l'évaluation du risque de cette startup, c'est-à-dire à quel point les fondateurs ils vous semblent aller dans la bonne direction, à quel point le business semble aller dans la bonne direction. Et évidemment, si on n'a pas ça, c'est difficile de prioriser et d'allouer des ressources. Donc maintenant, je vais vous parler de 4 conseils. Le premier, c'est de réussir, et c'est plus facile à dire qu'à faire, à identifier et formaliser clairement vos besoins. Le premier, c'est d'avoir la stratégie de l'entité Open Innovation qui est clairement définie. Est-ce que vous voulez vraiment collaborer qu'avec des startups early stage? Est-ce que vous, au contraire, vous prenez que des startups qui sont plutôt déjà avec un produit sur le marché, donc vous n'avez pas à subir ces phases initiales de développement un peu erratiques, mais donc vous arrivez trop tard dans le partenariat au risque que la solution de la startup ne corresponde pas à vos besoins? Et pourquoi vous voulez faire de l'Open Inno avec eux? Est-ce que c'est pour lancer de nouvelles offres à destination de vos clients? Est-ce que c'est pour optimiser des processus en interne et réduire les coûts? Ça, c'est la stratégie de votre entité Open Inno, c'est la base. Si on revient à l'analyse du besoin, c'est difficile, dans un grand groupe, en fait, de comprendre vraiment exactement quel est le besoin, à quel point il est critique, et de le chiffrer, en fait. Mais si vous ne faites pas, vous, en tant qu'entité R&D ou en tant qu'Open Inno, pas cet exercice de travailler avec vos entités R&D, vos entités métiers, pour essayer de vraiment préciser précisément le besoin, vous allez vous retrouver dans la stratégie de push, qui va être de dire je vais prendre plein de startups dans mes territoires et après je vais essayer de regarder si ça marche pour répondre à mes problématiques, et pas dans une stratégie de pull. Et si je peux prendre une métaphore, la stratégie de push, c'est un peu d'avoir plein de clés devant soi, d'en prendre une et de dire ah cette clé elle me semble super intéressante, et après d'essayer vous en interne d'ouvrir toutes les portes et de voir si ça correspond à une porte. C'est un petit peu moins efficace que si on analyse la serrure des portes qui bloquent le plus, et ensuite, quand on regarde notre collection de clés qui nous est proposée, eh bien, on voit lesquelles sont les plus pertinentes et on essaie de les adapter pour qu'elles fit à la serrure. Donc la stratégie de pull. Donc là, il y a différentes stratégies suivant les boîtes vis-à-vis de ce constat. Donc EDF, typiquement, a des relais d'innovation dans l'ensemble des pays, dont un des jobs principaux est d'essayer de remonter et de catégoriser des besoins en fait, des métiers ou de la R&D. Des boîtes industrielles ont choisi de ne faire que du pull sur des thématiques très très ciblées et de faire que de l'achat de produits de start-up deep tech qui sont déjà relativement avancés, donc un scope très restreint, sur des projets d'optimisation interne. Et Stellantis Venture Studio a choisi de ne pas choisir en faisant un peu de pull et un peu de push. Sur la définition des besoins, voilà le niveau de précision qui va être nécessaire et le plus impactant en fait dans votre collaboration avec les startups. Il faut définir le besoin, de quoi vous avez besoin. Il faut définir le niveau de performance minimum avec des critères qui sont exprimés clairement et le plus chiffrés possible, avec ce qui est le critère de performance minimum, ce qui est le critère de performance acceptable. Et ensuite, il faut avoir des estimations sur, suivant les niveaux de performance attendus, eh bien, à quel prix vous penseriez pouvoir payer et pour quel volume de déploiement. Donc différents scénarios. Évidemment, ça c'est plus facile à mettre sur une slide comme ça qu'à vraiment faire, parce que ça nécessite que vous travaillez avec les directions métiers pour avoir des discussions business et presque de prévente sur un produit qui n'existe pas encore. Ça les oblige à chiffrer des choses ou à chiffrer des besoins. Mais en fait, c'est très bien, parce que fait, vous avez tout intérêt dans votre démarche à ce que les chiffres ils soient élevés, en fait. Parce que sinon, ça veut dire que le besoin il n'est pas assez critique pour justifier le fait de travailler avec des startups sur des projets d'innovation R&D early stage. Donc, quantifier ça est crucial, non seulement pour vous, mais ça va être aussi très très utile dans la relation avec les startups, puisque si vous leur présentez ça et vous réussissez à leur écrire ça dans un email, après la startup, comparée à tous les autres partenaires qu'elle a, elle travaille pour vous. Parce que vous serez les seuls à avoir précisé votre besoin de manière aussi claire et précise, et vous leur avez fait gagner du temps, et au moins vous savez ce que vous voulez. Et au cas contraire, s'ils voient que les critères de performance que vous énoncez ne sont pas atteignables, eh bien juste, ils vont vous le dire, et vous ne collaborez plus ensemble, et vous aussi, vous aurez gagné du temps, et eux aussi. La deuxième idée, c'est de bien comprendre comment les investisseurs en capital risque fonctionnent.
on s'est rendu compte que les directions R&D, même quand elles collaboraient avec des startups, souvent ne savaient pas en fait exactement comment fonctionnait le système des levées de fonds et comment fonctionnaient les investisseurs en capital risque, donc les investisseurs spécialisés dans l'investissement dans les startups risquées early stage. Pourtant, vous avez exactement les mêmes intérêts et la même manière de procéder, le même process. Votre intérêt, c'est de passer le plus de temps et le plus d'argent avec les startups qui sont les meilleures dans votre portfolio pour avoir plus d'impact sur votre société. Eux, c'est pareil, mais en termes de retour sur investissement financier. Le schéma n'est pas très clair, mais ça, c'est la tranche noire. C'est 6% des investissements d'un investisseur en capital risque initiaux, donc 1 sur 20. Et ça, la même tranche noire, c'est l'argent qu'il a récupéré grâce à ces 6% initialement. Donc, 6% des investissements d'un investisseur génèrent 60% du retour sur investissement. Et en fait, c'est à peu près la même chose pour vous, statistiquement. C'est-à-dire que parmi toutes vos collaborations, finalement, il y en aura 1 sur 20 qui va vraiment avoir l'impact total sur lequel vous serez jugé à la fin. Donc ça donne une idée du nombre d'investissements, nombre de collaborations qu'on doit engranger et de la probabilité de succès. Les VC, c'est pas très rarement des chercheurs. Ils ne connaissent pas grand-chose à la deep tech. Alors comment ils font pour essayer de cibler très précisément selon eux les 6% qui vont être les meilleurs? Eh bien, ils se font une thèse scientifique et industrielle sur les différents territoires technologiques en se disant, dans les startups qui me pitchent ça, le thésard qui est sorti de son labo qui me pitche ça, bah oui, lui, il pense que c'est génial parce qu'il le fait dans son labo, il a son équipe de recherche, son directeur, et tout ça. En fait, ils sont tous biaisés dans cette histoire. Moi, ce que je veux faire, c'est de faire une contre-expertise avec un board d'experts international que j'aurais déjà sollicité en amont, ces technos qui m'auront dit attention, non, ça, c'est pas possible, telle étude, etc. Donc un regard critique qui permet de se faire une idée. Et ça leur permet d'écarter certaines technologies et de sortir entièrement de leur scope de réflexion certaines technos, certains axes, même si, a priori, ils pourraient paraître intéressants. Il y a un deuxième point, c'est de faire l'estimation des hypothèses de conversion de son portefeuille. Donc votre portefeuille, vous voulez à la fin, dans 10 ans, 3 gros succès. Pour arriver à ces 3 gros succès, combien il faut avoir fait de POC avancé avant? Combien il faut avoir de POC taille réduite? Combien il faut avoir eu de discussion? Combien il faut avoir eu de sourcing? Quels sont les pourcentages de conversion à chaque étape? Il faut essayer de se positionner là-dessus et d'avoir des retours d'experts qui ont vu ce genre de projet le plus possible pour valider ces pourcentages de conversion, car sinon, vous mentez à vos directeurs. Vous sous-dimensionnez, ou potentiellement vous sous-dimensionnez, vous n'avez pas la bonne approche pour réussir à atteindre l'objectif de succès dans le futur. Enfin, ce qu'on a, un tips aussi, c'est de suivre. Donc ça, c'est plus on va à droite, plus vous êtes avec des startups avancées dans votre portefeuille de partenariat. Donc ça, il faut le définir de manière fine. Si vous avez vraiment juste early, startup en partenariat, et puis ensuite startup avec lesquelles on collabore, early, POC, ensuite vraie collaboration, c'est pas assez granulaire et vous risquez de passer trop de temps dans votre tiers 2 par rapport à la finesse en fait, des différences de risques qui peuvent exister, des différences de maturité des startups. Donc il faut essayer de décomposer ça un peu plus précisément. Et après, vous, de votre côté, de mettre un investissement temporel et financier qui est cohérent suivant le niveau de risque ou à l'inverse le niveau de confiance que vous avez dans les startups. Il faut essayer de l'objectiver, de le mettre sur papier précisément, voilà, d'y réfléchir. Les startups, elles ne connaissent pas bien les grands groupes. Ça peut générer énormément de frustration et diminuer la confiance si vous ne structurez pas votre process et votre timeline et vous ne le communiquez pas sur ce qui va se passer dans la suite. C'est même peut-être la cause numéro 1, échec de tous les partenariats, c'est la confiance en fait. Que eux, ils soient trop bullshit et qu'ils ne vous croient pas forcément sur les timings. 2, que vous, finalement, vous ne partagiez pas assez de votre côté. C'est-à-dire que la confiance soit rompue du côté de la startup. Donc, essayez de partager quand même votre expertise, de partager des besoins, de partager des choses. Il y a vraiment des industriels qui partagent dès le premier call à l'oral et ça fait avancer tout le monde, il n'y a pas de problème. Il y a des industriels où il faut 9 mois avant d'avoir la moindre information. Il ne faut pas être trop dur en IP parce que la startup en a besoin pour survivre. Rappelez-vous, c'est des temps longs et une startup, si vous êtes son premier partenaire,
Elle défendra vos enjeux et votre roadmap vis-à-vis de ses investisseurs, vis-à-vis des autres clients qui lui demandent des choses. Elle les défendra toute sa vie. Elle s'en rappellera toute sa vie. Donc oui, de votre côté, vous savez que le chemin est très long pour arriver à faire quelque chose dans un grand compte. La startup ne le sait pas, donc il faut un petit peu pédagogiquement lui expliquer ce qui va se passer dans un grand compte. C'est un peu bébête, mais ça peut vraiment aider à la relation. Enfin, le dernier point, et désolé, je suis un peu en retard, mais c'est il faut que vous utilisiez l'effet de levier des investisseurs à votre avantage. Puisque vous êtes la cible et le futur client, si vous réussissez à générer pour la startup qui vous contacte des sous-preuves, des petites preuves, ah j'ai mis 2000 €, ah là j'ai mis 5000, ah là j'ai passé du temps, etc., mais des preuves réelles que vous avez vraiment collaboré avec la startup sur le problème, la startup après peut utiliser ça pour lever 10 millions, 50 millions, etc. Donc si vous croyez en une startup, donnez-lui du matériel concret, ce qu'elle peut montrer à les investisseurs pour lever des fonds. Donc apprenez à être un bon premier petit client sur les tout premiers tickets pour devenir plus tard le premier gros client. En particulier, il faut savoir signer des LOI, qui sont des contrats où tout est vide, c'est juste votre expression de besoin qu'on a vu initialement, mais vous l'envoyez par mail en mode bah oui, si tu résous ce problème avec tel niveau de performance, je m'engagerai potentiellement à payer ta solution. Et ça permet, dans des phases early, sans aucun engagement contractuel de votre part, à la startup de lever des fonds. Désolé, je suis un petit peu trop loin, mais c'est terminé. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a du temps pour des questions. Non, il n'y a pas de temps pour des questions. Merci beaucoup, je suis à disposition.